pas suffisant. Tu vois, moi je pense qu'il faut à la limite le renforcer, beaucoup plus que simplement étirer. Je pense que le niveau de contrainte sur l'étirement n'est pas suffisant. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mobilité, mais où on va aussi apprendre plein de choses. Et pour ça, j'ai invité aujourd'hui Flavio Bonnet. Bonjour à tous. Salut Flavio, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à toi. Donc un collègue à moi kiné sur lequel on va venir parler un petit peu de notre pratique, de nos connaissances et de la science, mais tout en pratiquant un peu de mobilité. Du coup, Flavio, je vais te laisser te présenter. Et pour ce faire, on va se mettre en position bas de squat, donc le horse stance. Donc on va venir écarter énormément les hanches. Parfait, parfait. On va les prendre très large. On se place ici et Flavio, c'est à toi. Bonjour à tous. Premièrement, j'ai toujours rêvé de me présenter dans cette position-là. Merci Eric. Écoutez, moi je suis kiné à Paris, je suis kiné depuis 10 ans. Je dirige actuellement la clinique du coureur et l'agence EVP qui sont des organismes de formation pour les professionnels de santé. Sinon, je suis kiné en libéral comme toi, Émeric. Et je vois beaucoup de sportifs, essentiellement des coureurs, mais pas que. Je fais que du musculo-squelettique, donc voilà. Nickel. Donc merci beaucoup. Pour la technique, but du jeu, être bien écarté. Vous devez vraiment sentir un étirement plutôt niveau hanche ou adducteur. Donc en tout cas à l'intérieur. On va essayer de tenir environ 2 minutes. N'hésitez pas à faire des pauses, à vous relever ou à remettre un genou au sol entre-temps si vous avez besoin, parce que ça va commencer par bien chauffer les cuisses. Ouais, clairement ça réchauffe là. C'est pas très chaud ici, donc c'est parfait. Donc Flavio, une fois de plus encore merci. Donc moi j'ai voulu t'inviter aujourd'hui parce que je sais que dans ta pratique de kiné quotidienne, tu te bases énormément sur la littérature, sur la science. Oui, j'essaie. Et que nous on est tous les deux donc professionnels de santé, kinésithérapeutes, et il y a beaucoup de façons de travailler différentes de notre métier. Et on va dire que toi tu te bases surtout sur la science. Oui, essentiellement en fait la science va guider ma pratique. J'essaie de lire des articles scientifiques très régulièrement. C'est mon métier en fait, c'est ce qu'on fait. Et puis on essaie de les partager donc, dans les formations. Et puis en fait j'essaie de me former très régulièrement pour… Attends, tu couperas. J'essaie de lire des articles très régulièrement pour mettre à jour ma pratique et être le plus à jour sur la science. Excellent. On va relâcher la position, ça commence vraiment à chauffer. Ouh, ça chauffait fort. On va passer au sol et on va venir étirer ischio-jambier. Donc position, une jambe tendue. Là, on va relâcher complètement le pied pour commencer. On va venir se pencher vers l'avant. Vous devez sentir un étirement plutôt à l'arrière de la cuisse. Parfait, donc essentiellement basé sur la science, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu soignes avec des livres? Non, en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, en fait, je trouve que le concept d'evidence-based practice, pratique basée sur les preuves, est assez mal compris. En fait, l'idée, c'est de lire de la littérature scientifique et de voir quel est vraiment le message clé de l'article et d'essayer ensuite de l'adapter à ta pratique en fonction du patient que tu vois, que tu as entre les mains. En fait. Donc là, ça guide vraiment ma pratique. Et en fait, je ressens le besoin, ça me donne une certaine confiance, une certaine lecture des choses qui est vraiment assez, je trouve intéressante, beaucoup plus précise et beaucoup plus avancée en fait dans la pratique. Donc, une question intéressante, ça va être, est-ce que les patients que tu vois, ils ressentent dans ta façon de bosser que tu te bases sur tout ça? C'est-à-dire qu'un patient qui va chez le kiné, est-ce qu'il va pouvoir se dire « Ah ouais, là je sens que le kiné que je viens voir, c'est le kiné classique », bien qu'il y a des très bons kinés classiques, ou alors est-ce que j'ai un kiné plutôt basé sur les sciences, plutôt evidence-based practice, comme tu l'as dit. Donc en fait, l'idée d'une pratique basée sur les preuves, c'est d'avoir une pratique qui colle à la littérature scientifique. L'un des premiers trucs qu'on va apprendre quand on lit un peu de littérature, c'est qu'il faut écouter les gens, il faut mettre l'humain à la première place, bien avant toutes nos techniques, etc. Donc peut-être que dans l'approche, en effet, je suis très ouvert, je suis très à l'écoute. Premièrement, j'essaie vraiment de lever toutes les barrières et vraiment les problèmes qui pourraient freiner la récupération. Et ensuite, je vais essayer d'avoir une démarche plutôt active parce que c'est ce vers quoi la science nous oriente. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, je n'arrêterai pas de te couper quand on changera de position et compagnie, je suis désolé. Pas de souci. Donc là, on garde la position, on va juste attraper la pointe de pied en même temps en plus. Ceux qui ne peuvent pas, du coup, vous essayez vous-même, soit avec un câble, avec une serviette, quelque chose de tracté, soit seulement du coup avec vos muscles, d'essayer de relever un petit peu la jambe. Ceux qui arrivent, vous attrapez le pied. Yes. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc voilà, après, plutôt vers une démarche active parce que souvent, la science nous oriente vers ça. Et puis, quand tu parles de démarche active, ça veut dire démarche active, c'est-à-dire prescrire des exercices, faire bouger les patients. La science nous oriente plutôt vers ça. Donc c'est vrai que c'est comme ça que je vais avoir une approche. Alors je ne sais pas si tous les kinés basés sur les preuves ont la même approche exactement, mais je pense qu'il y a une forme de tronc commun, tu vois, une forme d'approche quand même générale qui s'en dégage, quoi. Ok, excellent. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. Si dans ta pratique de kiné basée sur la science,
tu as des articles récurrents qui reviennent et que tu lis, et que tous les kinés font ça, est-ce que vous ne devriez pas avoir globalement tous un peu la même façon de faire? Si, ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on va avoir une pratique assez homogène. Après, il peut y avoir des variations en termes de posologie. Basé sur l'expérience des thérapeutes, en fait, il va y avoir des prescriptions d'exercices qui vont être assez différentes, je pense, et peut-être voilà, une progressivité qui va être plus ou moins accélérée en fonction de l'expérience des gens. Super. Donc là, on va changer de côté, on va recommencer pareil. D'abord que l'ischio-jambier, et après, on va tracter avec le pied pour avoir le mollet, mais globalement, toute l'arrière, toute la chaîne postérieure de la jambe. Donc là, je relâche le pied. Donc en fait, la différence, ça va être ce fameux EBP, qui est que je ne me base pas que sur l'article a dit ça, mais peut-être aussi sur mon patient, moi. Est-ce que tu peux me dire un peu plus? Oui, clairement. Alors en fait, la plupart du temps, je vais essayer, tu vois, d'avoir une pratique qui colle à la science, mais des fois, quand les patients sont vraiment pas prêts à embarquer dans une démarche active ou etc., on pourrait commencer avec des choses un petit peu plus alternatives, on va dire, avec du passif, pourquoi pas quelques séances. Puis ensuite, l'idée étant de provoquer un changement de comportement, une prise de conscience chez les gens pour les orienter vers une démarche plutôt active. Dans les cas de douleurs persistantes, par exemple, ou ce genre de choses-là. Mais après, si la personne elle est d'emblée confiante dans ce que je lui dis et qu'elle a envie d'embarquer là-dedans, je vais la suivre. Ok. Toi, dans tes traitements en termes de kiné, combien de pourcents de tes séances intègrent de l'actif? Donc actif, avec des exercices de renforcement, ou en tout cas où le patient vient faire le travail et n'est pas passif de sa séance sur la table. Pour moi, c'est quasi 100% de mes patients. 100% de mes patients ont quelque chose à faire. Sinon, faire que du passif, alors je dirais dans le cadre de certaines raideurs d'épaule par exemple, au début il y a beaucoup je trouve de mobilité à faire, pour le coup plutôt du passif, mais dans un second temps souvent il y a de l'actif à faire, donc je dirais quasiment 100% des gens. Ok, super intéressant. Tu as toujours travaillé comme ça ou ça a évolué avec ton expérience? Ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu travailles? Ça fait 10 ans que je suis plus que moi. kiné. Est-ce que tu as toujours bossé comme ça ou est-ce que c'est venu avec le temps, les formations? Ouais, c'est sûr que les formations ont nettement contribué à enrichir ma pratique, je pense, et à accentuer ce côté EBP, donc vraiment une démarche d'écoute, de diagnostic et de prescription d'exercice. Je pense qu'avec le temps, en fait, tout s'est précisé, si tu veux, genre ma capacité à écouter les gens, à faire émerger les points vraiment très importants pour chaque personne. Derrière, arriver à avoir un diagnostic plus précis, mieux connaître les tests, mieux savoir leurs valeurs, mieux savoir comment les enchaîner et être plus précis dans le diagnostic. Et puis ensuite, sur la prescription d'exercice, savoir quand l'exercice est indiqué, à quel dosage je vais pouvoir mettre mon patient, à quelle charge, comment je vais progresser les choses, jusqu'à où je vais l'amener. Toutes mes formations, je pense, m'ont vraiment, si vous voulez, en préciser les choses dans ce sens-là. Ok. Donc, voilà. Et là, pour les personnes qui nous écoutent et qui pratiquent avec nous, est-ce que tu penses que si ces gens-là sont déjà allés chez des kinés qui faisaient énormément de passifs, en tant que patient, si eux ils se rendent compte que par exemple il y a une limite dans leur progression, qu'est-ce que tu conseillerais à ces patients-là ou à ces publics-là? Alors c'est sûr que c'est probablement la majorité d'entre vous qui derrière l'écran qui font cette séance de mobilité ont reçu des traitements seulement passifs, c'est-à-dire du massage, des ultrasons, vous savez les petites électrodes aussi quand vous colle le TENS, etc. Du chaud. Du chaud. Donc j'ai envie de vous dire, si vous aviez une blessure qui venait d'arriver, pourquoi pas, après tout, sur quelques jours, quelques séances, etc. Donc très aigu, genre je viens de me faire une entorse de cheville, je viens de me faire une première entorse, séance, why not? On ne va pas sauter dessus, c'est sûr. Par contre, c'est vrai que si ça perdure longtemps, généralement on va plutôt faire de l'actif. Donc au bout de quelques séances où on n'a pas de résultat, généralement on va se tourner vers quelque chose de plus actif. Donc si ça fait quelques séances que ces patients-là font ça, je pense que ça peut être intéressant d'étudier une hypothèse, de changer de traitement. On garde cette position, on va caler les deux pieds proches de soi l'un à l'autre, on va attraper les pieds, on va essayer de descendre les genoux vers le sol. Vous pouvez soit vous aider de vos mains pour essayer de venir vous tracter et bien tirer au niveau hanche et adducteur, soit vous enrouler en essayant de vous pencher un petit peu plus en avant, comme vous voulez. On va essayer de rester comme ça à peu près 2-3 minutes. Moi, je suis un peu raide sur les cuisses. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais raide sur les hanches. J'avoue que pour le moment, c'est des étirements où je suis plutôt à l'aise. J'ai pas été cool. C'est ce que tu préfères. J'ai pris mes préférés. Là, moi, je ressens quand même une petite raideur, mais j'ai plus l'impression que c'est articulaire que ok, qu'est-ce qui te fait dire ça? Intéressant. Comment on peut savoir, nous, ici, que c'est plutôt articulaire ou musculaire, ce qui bloque? Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment un arrêt un peu dur, assez désagréable,
pas vraiment juste la tension du muscle, tu vois. Ouais. Vraiment Tu la localises où? Profonde dans l'aine, Ouais. vraiment par là. Ouais. Tu vois. Moi, tu vois, j'ai Beaucoup plutôt plus tendance à que- te dire, si tu ressens une pointe dans l'aine, ce serait plutôt articulaire. Ouais, Et c'est si ça. tu ressens plutôt un trait comme Ouais, ça, c'est ce serait ça. plutôt musculaire. Ouais, clairement. Et toi, du coup, Ouais, tu as ouais, plutôt la c'est pointe. clairement le point dans l'aine. Ouais. Donc plutôt ça hanche. Ouais, clairement. Donc Je ça tombe kinésio. bien qu'on se fasse une petite... T'es kiné, toi, hein ça tombe bien d'ailleurs qu'on se fasse une petite séance de mobilité là. Ouais. Je pense que c'est un point nommé là. Toi, justement, ces séances de Ouais. mobilité et d'étirement, est-ce que tu en fais faire à tes patients? Moi, ouais, carrément. Après, je vais cibler certains mouvements et vraiment, je vais prescrire que 1 à 3 exercices maximum. D'étirement Oui. ou de mobilité Ouais, globalement, d'étirement de ou de faire mobilité. bouger, ouais. Ouais, et souvent, je vais leur plutôt gérer le dosage parce qu'en fait, je m'aperçois que plus t'en donnes aux gens, plus c'est compliqué de le faire, Ouais. plus c'est difficile à intégrer. Alors que si t'en donnes un avec un dosage significatif, là, tu as vraiment des résultats beaucoup plus probants Ouais. que si tu te casses la tête à faire une routine qu'ils font pas en plus. C'est ça, oui, mieux vaut un exercice bien fait régulièrement que 4-5 qui sont géniaux, mais que la patiente va faire qu'une seule fois. Ouais, c'est ça? Clairement. Ouais. Donc voilà par rapport à ça. Ok, ça marche. Et on va revenir du coup un peu plus sur le côté scientifique. Et là, je vais commencer à te taquiner un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du coup d'une technique Ouais. absolument pas prouvée, Ouais. mais qui serait efficace? Alors- Toi, du coup, tu la mettrais en place à ton cabinet ou pas? Je Alors- te dis, Flavio, j'ai telle technique, Ouais. tu l'as fait à tous tes patients communs au cervical, Ouais. ça, ils vont aller mieux. Par contre, il n'y a jamais personne qui a prouvé que ça marchait. Ouais, intéressant. Moi, je me dis que ce qui marche vraiment, ça a été étudié, donc c'est vrai que je serais très sceptique sur ça. Après, peut-être que ça marche bien chez certains patients, je douterais d'emblée que ça marche chez tous. D'accord? Mais si tu me dis que ça marche sur un sous-groupe de patients avec le rationnel derrière, tu vois, l'explication, elle me semble logique et plausible, je testerai. J'en ferai pas l'essentiel de mon traitement, je pense, mais je testerai pour voir si ça change ce qui compte pour le patient, donc douleur ou fonction. Et donc voilà. D'accord. Je testerai quand même, pourquoi Donc pas. tu il gardes faut- quand même cette ouverture d'esprit et tu garderais la science, pas le côté je comprends ce qui fait que ça marche, Ouais. mais tu garderais de la science. Globalement, la science va me dire que chez ce type de patient, il y a 90% chez qui ça va faire du bien. C'est ce côté-là de la science qui te convient en fait? Ouais, c'est ça. En fait, je vais commencer avec ce qui est démontré Ouais. parce que j'ai plus de confiance là-dedans. Je sais que ça a marché pour une grande proportion. Et les autres techniques, par exemple, je vais les utiliser dans un second temps. Si je bloque, si je suis limité et que vraiment j'essaie de trouver une autre solution, là, typiquement, je pourrais essayer des techniques un petit peu moins, Ok, on relâche doucement. moins basées sur la science. Ok, on va venir se placer en fente. Ouais. Et on va étirer le psoas. Le fameux. Le fameux psoas. Alors, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Ouais. Est-ce que toi, ce muscle psoas, donc là plutôt sur l'avant de la jambe, Ouais. tu le donnes à étirer à tes patients? Alors, moi, je le donne surtout à Je le viser. Il me taquine pas mal. Moi, je le donne surtout à viser de mobilité de hanche. Ouais. Beaucoup plus que d'étirement réel du psoas. En tout cas, quand je le donne, c'est vraiment pour des problématiques de hanche. Après, je pense que l'étirement seul pour le psoas, c'est pas suffisant. Tu vois, moi, je pense qu'il faut à la limite le renforcer, beaucoup plus que simplement étirer. Je pense que le niveau de contrainte sur l'étirement n'est pas suffisant. Faire de l'excentrique, par exemple, faire quelque chose de beaucoup plus dynamique ou pliométrique, va être beaucoup plus payant, je pense, pour le psoas si jamais il y a une réelle problématique de psoas. Ok. Donc oui, dans un premier temps, quoi, mais très rapidement, au bout d'une, 2 séances, faut changer d'exo, quoi. Ok, c'est vrai que là il y a une grosse vague, moi je trouve qu'on est en train d'entendre de plus en plus. Évidemment, les réseaux sociaux sont des vrais facteurs, des vecteurs de communication, des fois en bien, des fois en moins bien. Mais on entend de plus en plus un muscle qui fait tout le temps mal, qu'on a besoin de tout le temps étirer. Ouais. C'est peut-être qu'il faudrait plutôt le renforcer? C'est dans ce sens-là? Bonne question. Moi, je pense qu'un muscle qui est souvent douloureux et qui gêne, c'est un muscle qui a besoin d'entraînement, ouais, c'est sûr. Donc d'être plutôt, renforcé. plutôt de renfort. Ouais. Plutôt de renfort. L'étirement va faire du bien, mais va pas redonner la capacité du muscle à je sais pas, moi je pense qu'il y a c'est une certaine forme d'homéostasie. En fait, si les gens se stimulent pas assez en termes de renfort, je pense que clairement ils se déconditionnent un petit peu. Ok. Et à ce moment-là, le muscle devient sensible. Et tu as d'autres muscles comme ça en tête Moi, ça me fait penser à une vidéo que tu avais faite il y a pas longtemps sur le trapèze. Il me semble. je me fais de l'autopub. Ouais, Oui, c'était pas planifié du tout avant en plus. je pensais Mais en fait, aussi au trapèze, mais en fait, sans faire de pub de vidéo. Mais... En fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un muscle qui est un peu ostracisé. Tu vois, il faut pas trop le travailler, il faut pas ci, il faut pas trop ça, etc. En tout cas, c'est ce qu'on véhicule souvent, Ouais. certains professionnels de santé en tout cas. Moi, je pense qu'au contraire, c'est plutôt un manque de travail et que les gens qui sont plus toniques, que ce soit trapèze sup moyen, rhomboïde, etc., qui les entraînent régulièrement, moi, je trouve qu'ils ont moins de problèmes. Ouais, Donc, en fait, on change de je côté. serais plutôt de cet avis-là, ouais. Ok, donc plutôt venir renforcer Ouais. ces muscles
renforcer ces muscles-là. Ouais. Ok. T'en vois d'autres des muscles à part trapèze et psoas dans ce genre-là? Donc des muscles qu'on aurait tendance à vouloir tout le temps étirer Alors, il y en a qu'on ne renforce pas assez comparé à d'autres. Par exemple, je pense que souvent, on va se concentrer sur les crunchs, vous savez, les tableaux de chocolat, etc. On voit les patients qui font beaucoup de gainage, beaucoup de choses comme ça et qui oublient complètement tout ce qui va être multifidus et lombaire, etc. Donc plutôt les muscles postérieurs. Plutôt les muscles au niveau du dos. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Alors, je ne suis pas hyper fan des ratios, etc. Je ne pense pas que ça explique tout. Ouais. Vous savez, la différence de force entre le devant et l'arrière. Mais je pense qu'on sous-utilise et on manque clairement de capacité sur nos muscles lombaires. Bah, du coup, en parlant de ratio, moi j'avais en tête que chez lombalgique, on avait un ratio entre les muscles de devant et les muscles derrière de 1,2. Et qui passait à 0,8 du coup. Alors, oui, c'est ça. Ça. En tout cas, ça réduit. Le ratio était inversé chez les patients qui avaient des problèmes de dos, avec l'avant trop fort et l'arrière trop faible. Ouais, clairement. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait eu des grosses tendances qui s'étaient dégagées, qui allaient toutes dans le même sens, c'est-à-dire on perd relativement de la force derrière, comparé à devant. Et je pense que c'est vraiment important de prendre soin de ses lombaires. Et prendre soin de ses lombaires, c'est quoi? C'est les renforcer. Okay. Donc, que ce soit du banc à lombaire pour commencer, que ce soit ensuite des mouvements plus complets comme deadlift, etc. Good morning, moi je fais beaucoup avec les patients. Good morning avec la barre sur les épaules pour ceux qui en font. Moi, je trouve que c'est vraiment de très très bons exercices. Donc voilà, j'en fais régulièrement. Ok. On va changer de position. Hop, maintenant qu'on a bien étiré les psoas qui doivent être renforcés, là on va venir étirer un peu plus les fessiers. Du coup, vu qu'on en est sur les fessiers, on va étirer en venant croiser. Donc là, on va étirer plutôt les fessiers de la jambe droite. Donc je vais poser mon pied droit sur mon genou gauche et je vais me redresser pour sentir de l'étirement. Donc là, globalement, ça va cibler les fessiers et le piriforme dont on entend aussi beaucoup parler. Oui, clairement. Toi, ton avis sur le piriforme, ce côté où il faut étirer le piriforme, on passe trop de temps assis. Est-ce que, du coup, par rapport à ça, la littérature peut dire quelque chose en particulier? Alors, différentes choses. Il y a, premièrement, la tendinopathie du piriforme peut exister éventuellement. Ça donnerait une douleur vraiment postérieure, tu vois, sur le grand trochanter. Donc plutôt dans cette zone ici, un petit peu sur le côté? Oui, clairement. Avec une douleur vraiment à l'abduction de hanche. Donc, quand vous écartez la jambe sur le côté, vous devez avoir un point précis. Et moi, je pense que je l'ai eu vraiment avec une seule de mes patientes. En 10 ans d'exercice? Comment? En 10 ans d'exercice, ouais. Donc assez peu. En 10 ans, donc c'est vraiment anecdotique. Et puis ce qui est encore plus anecdotique, c'est ce qu'elle faisait comme danse. En fait, elle faisait une danse où elle était en demi-squat en permanence et où elle faisait de l'adduction, abduction de hanche. Donc je sais pas si tu vois à quoi ça peut ressembler. Ouais, je vois. En gros, je suis en demi-squat et je joue et je ferme mes jambes. Voilà, c'est ça. Une forme de twist un peu revisité, tu vois. Et en fait, elle s'est vraiment par surutilisation déclenché une tendinopathie là-bas. Mais l'histoire du piriforme qui coince le nerf, sans plus. J'y crois pas trop honnêtement. Et il faudrait un ensemble de tests positifs pour conclure un problème de piriforme. Donc, le côté scientifique revient à la charge. Ouais, toujours le rationnel. Le rationnel, c'est-à-dire comment on pourrait expliquer que ça fait mal. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est dès qu'on a une pointe dans la fesse, tu vois, ou une douleur dans la jambe, on va dire « Ah, c'est le piriforme », sans même réfléchir. Toi, spontanément, en tête, combien tu as d'idées de zones qui pourraient faire mal quand on a mal à la fesse? Déjà la hanche, pour faire simple, des irradiations du dos, beaucoup plus fréquentes, sacro-iliaque, direct, ça va être mes 3 diagnostics qui vont émerger comme ça. Le muscle en lui-même, ça peut faire 4? Déjà, le muscle en lui-même, et puis après tu peux avoir, et puis dans ces pathos-là, tu as plein d'étiologies possibles. Parce que les irradiations, tu en as plusieurs accompagnées. Exactement. Donc, ce qui fait que lorsqu'on se dit j'ai mal à la fesse, c'est mon piriforme, globalement, vous tapez sur un des 15 diagnostics peut-être possibles. Ouais, clairement. Sachant que du coup, la probabilité que vous ayez bon en juste l'étirant est assez faible. Bah ouais, c'est ça. Et puis moi, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des tests de contraction qui fassent mal. C'est-à-dire quand tu mets en contrainte en abduction résistée à 90 degrés de hanche. Donc c'est une position vraiment spécifique pour tester le c'est piriforme. vraiment un truc très très spécifique. Il faut que ça déclenche la douleur des patients et que ce soit vraiment reproductible là-dessus. Et puis que le patient, encore une fois, ait un bon alibi. Il faut qu'il ou elle ait un bon alibi pour avoir un problème de piriforme. Donc, une activité comme je te décrivais tout à l'heure. Un sport en particulier. Et la position assise, par exemple, qui est un petit peu le grand vecteur de mal du dos, en tout cas, c'est ce qu'on peut attendre. Pour toi, ne peut pas être une source de douleur du piriforme particulière. Le fait de je ne bouge pas assez, du coup, mon piriforme pourrait se spasmer. En tout cas, c'est une idée que moi j'ai beaucoup étudiée dans ma étude de kiné quand j'ai commencé.
que j'ai beaucoup étiré aussi, le piriforme. Ouais. Là-dessus, la littérature n'en parle pas particulièrement. Non, pas à ma connaissance. Et puis, je vois pas comment ça pourrait… En fait, je vois beaucoup plus, tu vois, des problèmes de surcharge au niveau du dos ou de problèmes disco qui pourraient irradier éventuellement dans la zone du piriforme. Intéressant, hein. Mais les pathologies en elles-mêmes sur le piriforme à cause d'une position trop sédentaire, franchement, je vois pas trop. Ouais. Ok. Je vois pas trop. Ouais, donc une fois de plus, malheureusement, pas de recette miracle. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que même toi qui te bases sur la littérature scientifique pour la plupart des propos que tu peux étayer et compagnie, bah, en fait, on a des fois tendance à chercher un peu trop une solution rapide à mettre en place par un truc en se disant, bon, bah, ça va marcher. Mais est-ce que du coup, d'après toi, on traite que le symptôme et pas la cause, ou est-ce qu'on tape complètement à côté? Parce qu'il y en a quand même qui vont mieux en faisant ça. Ouais, bah, c'est ça le truc. Moi, je pense que des fois, on fait du bien, tu vois, sur du court terme. Mais est-ce que c'était vraiment… En fait, ce qui est difficile à croire et à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on fait quelque chose au patient que c'est bien ça, exactement ça, qui va l'améliorer. C'est ça qui est difficile parce que dans l'interaction avec le patient, il peut se passer des millions de choses qui expliquent pourquoi les symptômes réduisent. Il n'y a que les études, malheureusement, qui peuvent nous dire cette technique-là va marcher chez ce genre de patient-là. Mais va réellement marcher, c'est-à-dire que l'effet intrinsèque de ce que tu fais est réel, tu vois. Il y a plein de façons de moduler les symptômes avec les patients et de leur faire du bien. On va en parler justement. On va relâcher la position, on va passer sur une position qu'on appelle donc le 90-90. Donc l'idée, ça va être d'avoir la hanche pliée à 90 degrés, le genou aussi, la hanche reculée, l'autre genou à 90 degrés. Dans cette position, on va venir se pencher vers l'avant. Vous allez sûrement ressentir du coup à nouveau un étirement au niveau du fessier. Est-ce que c'est le cas? Au niveau de l'arrière de la fesse, ou une pointe plutôt au niveau de la hanche. Donc après, vous allez pouvoir changer au niveau de la position de votre hanche. Ce qu'il faut éviter, c'est que cette position vous crée une douleur au niveau du genou. Là, il n'y a pas d'intérêt. Si c'est le genou qui vous fait mal dans cette position, variez un petit peu votre angulation du genou et essayez de trouver une position qui est confortable. Je vais revenir sur les points que tu viens d'aborder. Par exemple, est-ce que l'effet placebo en fait partie? Ouais, en fait, l'effet placebo, c'est un des effets qui est intrinsèque à toutes les modalités qu'on utilise au cabinet. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que nos techniques marchent, mais généralement, ce qui est dit dans la littérature, c'est qu'on a 30% d'effet placebo sur toutes les techniques. Donc ouais, ça en fait partie. Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, tu vois, quelle est la vraie valeur d'une technique? Qu'est-ce que ça apporte réellement plus que le placebo? Et c'est là que la science devient intéressante. Tu vois. Je reviens sur ce point. On va taquiner un peu certains kinés, mais c'est pas grave. Est-ce que du coup, tu pourrais dire que même le plus mauvais des kinés aurait 30% de résultats? Ouais, au moins. S'il n'apporte rien du tout, il aura 30% de résultats. Il aura au moins 30% de résultats parce que globalement, le fait qu'un patient aille chez un thérapeute, déjà de base, il y a une probabilité qu'il aille mieux. Ouais, clairement. Le fait d'aller voir quelqu'un, le fait de faire la démarche, le fait d'être reçu, généralement, c'est déjà un effet quelque part positif qui va nous mettre dans de bonnes conditions pour guérir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça va marcher dans les cas simples, tu sais, les cas qui évoluent bien. On dit, nous, qui ont une histoire naturelle favorable de la pathologie. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est les cas… Je te coupe, histoire naturelle, c'est-à-dire que globalement, même si le mec reste chez lui à rien faire, ça ira mieux. Ça serait allé mieux quand même. Comme le lumbago, je suis bloqué, globalement, le lendemain, ça commence à être mieux, le lendemain encore un peu mieux, c'est ça l'histoire naturelle. Ouais, exactement. Et puis, tu vois, le truc, c'est moi, ce qui m'intéresse là où c'est beaucoup plus challengeant, c'est les pathocomplexes, c'est les cas qui persistent, qui sont récurrents, etc. On garde cette position et là on va se tourner plutôt sur la hanche opposée. Donc on garde, là on va sentir beaucoup plus la pointe en théorie au niveau de la hanche qu'on avait tout à l'heure. C'est quelque chose. On essaie tu l'as aussi la pointe ici? Ah ouais, un petit peu plus, surtout à gauche moi. C'est pas les gens à l'écran là, mais moi surtout à gauche. La jambe arrière, un petit peu plus raide. Ouais, donc ce placebo. Toi, alors Flavio, pour que vous ne connaissiez pas, il a quand même beaucoup de gens qui viennent le voir pour les problèmes de dos aussi. Donc évidemment, plus on devient bon, en tout cas dans notre milieu, dans une spécialité, plus on a tendance à avoir des cas compliqués. Oui, c'est vrai. Ça, tu plus valides? on se forme, je pense plus on se forme, plus on a des cas un peu compliqués. Puis on a la confiance des médecins qui Exactement, et parce que comme on l'a dit, un mal de dos, c'est pas une cause possible et le traitement ne marchera pas selon… Enfin, tous les traitements ne marcheront pas chez les mêmes individus. Et donc, plus ça va, plus tu auras des cas compliqués. Et à part l'effet placebo, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être efficaces à part la technique? Tu veux dire par exemple… Je pense aux effets contextuels. Les effets contextuels, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, carrément, le fait de l'environnement dans lequel tu es, la communication non verbale, plein de choses comme ça peuvent contribuer en effet à majorer. C'est pour ça que dans les cours qu'on donne, tu vois, moi souvent, je vais dire aux gens, il faut avoir évidemment la meilleure technique possible et disponible à un instant T, mais il faut aussi la bonifier par tous les effets contextuels. Par la communication non verbale,
etc. Intéressant. Et du coup, en début de podcast, tu nous disais que tu faisais énormément attention à la manière dont tu parles avec tes patients. Ouais. Du coup, c'est aussi pour optimiser ton effet contextuel lors de ta séance? Ouais, carrément. Et puis je pense que c'est hyper important. L'un des critères numéro 1 de réussite et de satisfaction des gens, c'est de se sentir écouté. Donc clairement, je vais tout faire pour que mon patient se sente écouté et puis vraiment valider avec lui que j'ai bien compris ce pourquoi il vient et à quoi il s'attend, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment beaucoup plus que la petite technique qu'on va faire, tu vois, de temps en temps, ponctuellement ou même très régulièrement en thérapie manuelle. Je pense que cet aspect de communication et de se sentir écouté et pleinement pris en charge, je pense que là, ça va vraiment avoir un effet beaucoup plus important, quoi. Ok, d'accord. Par rapport à ça, on va bientôt changer de position, ne t'inquiète pas, je sens que ta hanche… Comment ça Non, en fait, elle s'habitue, là, j'ai l'impression, gentiment. Ouais, alors, ça que j'essaie d'aller essaie de pivoter un peu plus. loin. Moi, je fais semblant de t'écouter juste pour relâcher ma hanche. On va changer de position. Yes. Par contre, c'est sur l'autre côté, moi, je pense que je… Donc là, comme d'hab, pour sortir de position, surtout quand on tire sur une articulation, prenez votre temps. N'hésitez pas à remobiliser un petit peu autour. Des fois, ça va rouiller un petit peu, c'est assez normal. Mais on va se le faire après sur l'épaule et ce sera sûrement un peu la même chose. Donc là, on reprend le 90-90, donc à peu près 90 degrés dans toutes les positions. Et on repart un petit peu vers l'avant. Oui. Nickel. Donc là, on a parlé de l'effet placebo, de l'effet contextuel, donc de toutes ces choses qui vont faire que notre séance est encore plus efficace. Ce que tu nous dis, c'est que la manière dont on communique est hyper important. Essentiel. La place de ta main là-dedans. Parce que tu fais beaucoup de tests, tu te bases sur les sciences, tu te fais très gaffe à ce que tu dis, tu fais faire de plus en plus d'exos à tes patients. On est quand même kinésithérapeute, un métier où on touche, en théorie, kiné ne veut pas dire mouvement, veut dire plus mouvement que toucher, mais est-ce que tu touches encore beaucoup tes patients? Oui, moi je pense que c'est essentiel et puis il y a souvent ce débat, tu sais, hands-on, hands-off, etc. Donc hands-on, c'est des kinés qui mettent que les mains et hands-off, des gens qui traiteraient sans toucher. Et après, il y a toujours les extrêmes et toutes les variantes entre les deux. C'est ça. Alors moi, tu vois, ça va paraître peut-être étonnant pour certains, mais moi je pense que c'est capital de toucher les gens. Après, parce que il se passe énormément de choses quand on touche. Après, le truc, si tu veux, c'est de se dire, de repondérer la valeur de nos actes de thérapie manuelle. Moi, je pense que ça peut être mal perçu de ne pas du tout toucher ton patient en tant que kiné. Mais par contre, en même temps, je reconnais que l'effet de la thérapie manuelle est très limité et très limité dans le temps et dans son efficacité. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va être très important de toucher, mais pas pour les raisons qu'on pensait initialement. Ça va être très important de toucher pour avoir une bonne alliance thérapeutique, pour faire des bons tests bien précis. Mais derrière, en termes de traitement, les conseils d'être plus actif et de bouger, d'avoir une thérapie active va être beaucoup plus payant que juste faire de la thérapie manuelle sans ces conseils. Alors la question c'est, est-ce que le fait de toucher en thérapie manuelle… On tourne sur l'autre jambe, donc à nouveau la petite pointe dans la hanche. Ouais, c'est ça, un petit peu moins de ce côté-là pour moi. Est-ce que le fait de rajouter de la thérapie manuelle va bonifier tout ça? Possible, mais c'est vrai que comme tu disais, je fais tellement de choses dans ma séance qu'il va me rester très peu de temps en fait pour faire ça. Petite parenthèse, combien de temps durent tes séances toi au cabinet? Alors moi la première dure 1 heure et ensuite une demi-heure. Okay. Toujours en individuel avec les patients bien sûr. Donc tu passes une demi-heure avec ton patient à chaque séance globalement. Exactement, et parfois plus sur de la kiné du sport où les gens vont rester après la demi-heure où je les ai vus en individuel pour continuer sur des exercices pour bonifier encore plus la chose. Okay. Mais du coup, vu que tu les touches moins, et que tu parles plus, globalement, si on pourrait résumer, tu trouves qu'une demi-heure c'est assez, c'est pas assez? Parfois ça va pas être assez, mais je vais découper mes conseils sur plusieurs séances éventuellement, parce qu'il y a des concepts qui sont plus ou moins faciles à faire passer. Mais globalement, les séances passent super vite, quoi. Parce que les gens en fait qui sont intéressés pour avoir ces conseils-là, il y a plein d'autres questions qui découlent derrière et il y a vraiment des implications dans leur vie, tu vois, de tous les jours, qui vont mettre en place graduellement. Je trouve que c'est hyper payant, quoi. Ok. Donc, Et de la même manière, qu'est-ce que tu penses? On l'a vu pendant le confinement, moi ça a été donc le premier confinement au mois de mars, ça a été la première fois que j'ai été confronté à la téléconsultation. Avec ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. Toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le métier? Est-ce que ça s'y prête? Moi, je sais que les patients ont été très surpris. On n'a pas eu une grosse demande. On sent que c'était vraiment très nouveau, en tout cas en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays du monde, mais on sent les patients, ils étaient plus là à dire mais qu'est-ce que vous allez pouvoir me faire, sachant qu'on se voit à peine. Ça, est-ce que toi, tu l'as essayé? Est-ce que tu as trouvé que c'était efficace ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Vu que je fais peu de thérapie manuelle… C'était cool pour toi, quoi. Il y a un paquet de patients que je peux guider simplement par le fait de leur donner des conseils, etc. Évidemment, c'est quand même assez limité parce que je pense que
on s'est rendu compte aussi que le métier de kiné, c'est un métier extrêmement humain et qu'au final, en téléconsultation, ça passe quand même beaucoup moins bien. Enfin, les gens viennent pour avoir une interaction humaine, de la chaleur humaine, parfois de l'écoute et vraiment tout ça. Et derrière un écran, c'est quand même pas la même. Après, sur certaines pathologies, des pathologies que j'aime bien dire, des pathologies éducatives, au sens où c'est juste les conseils qui vont faire en sorte que la personne va récupérer. Donc les conseils de quoi plus bouger Non, ou de... je pense notamment au syndrome fémoro-patellaire, tu vois, où des conseils… Donc c'est plutôt problème de genou. Problème de genou chez les coureurs. Simplement des conseils peuvent faire une grosse différence et puis ça peut être suffisant dans le suivi. Tu vois, sur des cas simples qui évoluent bien, etc. Il y a d'autres conseils, par exemple, juste vérifier que quelqu'un n'a pas une pathologie grave au niveau du dos et tu vois, revenir, tu vois, avoir des conseils de base en aigu avant de voir quelqu'un. Ça se fait bien aussi. Mais en effet, hyper limité, moi je trouve. Hyper limité, malgré ce qu'on se dit. Donc là, on va étirer un tout petit peu l'épaule avant, donc on va se mettre sur le côté, on va faire ce qu'on appelle le sleeper stretch. Je sais pas si tu le connais. Je te laisse te placer. Ouais, exactement. Donc là, on va placer l'épaule au sol et on va venir baisser la main vers le sol ici. Le but du jeu est d'essayer de bien rester perpendiculaire au sol avec le bras aligné et de venir descendre, on va tenir tout doucement. Donc tu trouves que ça reste quand même limité? Est-ce que tu aurais trouvé ça mieux sur je fais une première séance en visuel et derrière j'enchaîne avec des téléconsultations? Ça peut se faire encore mieux et moi j'en fais de plus en plus comme ça. Par exemple, il y a 2-3 semaines, j'ai une patiente qui est venue me voir de Nancy. Donc je ne sais pas si tu imagines. Tu commences à être réputé, c'est ce que je me dis. Le gars, il vient de toute la France pour le voir. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et en fait, je la suis en téléconsultation et par mail, et puis ça va bien. En fait, ça va bien dans son cadre à elle, enfin par rapport à ce qu'elle a. Ça dépend évidemment des pathologies. Ouais, je pense qu'une première séance, c'est quand même important de voir la personne. Et derrière, certaines pathos peuvent se faire suivre en téléconsulte, quoi. T'embête pas à me regarder, regarde la caméra. Ouais, je vais regarder la caméra. Jérém, tu couperas ici. Et donc, du coup, ça peut se faire en téléconsulte. Ouais, carrément. Sur certaines pathos, Et moi, je trouve que les sportifs sont des types de patients chez qui ça peut aussi bien se prêter. Parce que tu dis des fois discuter, gérer la charge, mais c'est vrai que des fois, ce qu'un sportif a besoin de faire, c'est juste trouver le bon dosage et éviter de se cramer en allant courir. Toi qui as beaucoup de coureurs, 50 bornes tous les jours alors qu'il a mal au genou. Et des fois, comme tu dis, juste gérer comme ça un petit peu, ça peut suffire. Ouais, c'est vrai, typiquement. Puis tu vois, pendant la reprise, là, j'ai un patient que je suis qui est en Corée, qui est un très bon coureur, un ultra-trailer. Et je le drivais comme ça par téléconsulte. Après, le truc avec les sportifs, quand ils flirtent souvent avec la ligne rouge. Sachant que les sportifs adorent ça. Voilà. Souvent, tu te retrouves à faire un peu de passif et à essayer de justement calmer un peu les choses. Donc en fait, ça va leur manquer. Mais le truc, c'est que puisqu'il n'y a plus de compète, plus de courses, etc., là, on a quand même moins des gens qui se mettent dans le rouge. On relâche doucement. Résultat, en fait, de côté. Ça passe quoi. Et je reviens sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu as aussi des patients du coup que tu as pu voir en téléconsulte parce qu'ils avaient des douleurs, ils voulaient comprendre ce qu'ils avaient? Tu veux dire des premiers rendez-vous? Ouais, j'ai eu un patient, je me souviens, en lombalgie aiguë sciatique. Donc là, c'est vraiment attention, drapeau rouge, on vérifie. Donc drapeau rouge dans le sens, le gars a mal au dos, est-ce qu'il y a quelque chose de grave ou pas? Ouais, exactement. Donc c'est des gens qui sont venus te voir sans voir un médecin avant? Ouais, exactement. Et en théorie, je ne sais même pas si on a le droit tout à fait de faire ça. Pour la lombalgie, je te rassure, c'est autorisé maintenant. Parfait. Donc pour le mal de dos. Et justement, je voudrais parler de ça. Donc en France, pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez pas aller voir un kiné sans ordonnance, sauf un cas particulier d'entorse de cheville ou de mal de dos. Toi qui es très basé du coup sur la science, sur la littérature, est-ce que tu penses que, je te parle toi personnellement aujourd'hui, tu pourrais être ce qu'on appelle un thérapeute de première intention, c'est-à-dire qu'une personne qui a mal quelque part vient te voir sans avoir vu le médecin? Écoute, j'ai la prétention de penser que oui. Pourquoi? Parce que je lis très régulièrement les articles sur les drapeaux rouges, je les connais, je pose les questions. Et puis je pense qu'il n'y a rien de sorcier à recevoir un lombalgique en première intention. Les drapeaux rouges sont bien connus. Donc sincèrement, je pense que oui, et je pense que plein de gens, et pas seulement moi, pourraient le faire. D'accord. Maintenant, je vais rechanger ma question. Est-ce que tu penses que les kinésithérapeutes français dans l'ensemble pourraient aujourd'hui recevoir les gens en première intention? Je pense que ça serait un petit peu ambitieux de dire ça, que tout le monde, tu vois, puisse le faire demain. Mais après, moi, je serais pour un truc à la demande. Si tu veux le faire, forme-toi et mets un mot en accès dans ta salle d'attente, comme quoi tu peux recevoir les gens en première intention. Hyper intéressant. Et je pense qu'on peut un petit peu laisser l'accès libre à ceux qui veulent aller de l'avant. Et ceux qui préfèrent ne pas le faire,
tout à fait respectable aussi. Et je pense qu'il ne faut pas de jugement de valeur. Et je pense qu'on peut tout à fait créer une porte d'entrée pour les gens qui sont formés, quoi. Ouais, Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Mais... Moi, là, tu prêches un converti dans le sens où moi, j'ai aussi beaucoup de sportifs au cabinet. Ouais. Et en fait, même si je respecte énormément les médecins et les médecins du sport, en tout cas, les médecins généralistes, souvent, ils ont du mal à poser un diagnostic sur une type de pathologie qu'ils voient peu. Ouais. Et nous qui avons la chance de voir très souvent des patients, et en plus, on est l'un des rares métiers à les voir plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines. Bien sûr. On a une expérience de terrain qui est non négligeable. Bien sûr. Comme tu dis, après, on va relâcher. Il y a des cas particuliers, ces fameux drapeaux rouges. Ouais. Je suis tombé, est-ce que j'aurais pas une fissure au niveau du bras qu'il faut être capable d'analyser. Mais des fois, hier, j'ai fait une grosse sortie avec mes copains, j'ai eu mal au genou, est-ce que tu peux regarder mon genou? Je pense que ce sera intéressant. Mais j'aime beaucoup ce que tu relèves une sorte de certification pour ceux qui le souhaitent, qu'ils analysent un peu plus ça et compagnie. Bien sûr, mais en plus, je trouve que ça nous arrive déjà en pratique. On suit des gens pour certaines pathos, ils viennent, ils sont fait mal ailleurs. On va pas dire, bah non, on regarde pas, etc. Le fameux qui te dit à la fin de sa séance de genou, tu peux regarder mon épaule, s'il te plaît? Alors qu'il reste 2 minutes et que t'es… Les patients qui font ça, sachez que ça ne sert à rien de nous le demander en fin de séance. On le fera la prochaine séance, promis. Ok. Moi, j'ai fait ma bonne séance de mobilité. Ouais. Ce que j'aimerais te proposer, c'est est-ce que toi, au cabinet, il y a un étirement, à part le psoas, on sait que tu adores, on a compris, un étirement, un exercice que tu aimes bien donner à tes patients? Est-ce que tu peux nous montrer, nous expliquer un peu pourquoi? Ouais, carrément. Alors moi, j'aime bien la mobilisation au niveau du rachis dorsal, donc c'est entre les cervicales et les lombaires. Je trouve que c'est une zone qui est difficile à mobiliser, qui bouge déjà très peu. Donc souvent, je vais utiliser un rouleau type Pilates. Donc si vous avez ça à la maison, c'est top. Nous, on a pris ça. Ici, ce que vous pouvez faire, sinon, tu me dis si je me trompe, c'est prendre une serviette roulée en boudin. Ouais, bien assez grosse quand même, une serviette, un drap de bain par exemple, et roulée assez dur. Ouais. Et on va le placer en arrière au niveau du dos, comme ceci. Stop, bouge plus. Ouais. Est-ce que c'est mieux qu'on le fasse tous les deux en même temps, ou que tu le montes sur moi, ou que je le monte sur toi, ou visuellement? Les deux en même temps? Comme tu préfères. On risque pas de faire de… J'ai peur qu'on risque de faire un peu cul à cul, ouais. Tu le fais une fois et après tu me le montres? Ouais, ça marche. Vas-y, t'es en position. 3, 2, 1. Alors voilà comment ça se passe. On va placer le rouleau juste en arrière au niveau du dos. On va plier les jambes ici. On va s'enrouler graduellement la colonne derrière en se laissant tomber. Il a l'air plutôt bien installé. Et avec un rouleau, en fait, vous allez voir, la pression est assez forte au niveau de la colonne, donc entre les lombaires et les cervicales, juste en dessous. Et on va venir faire des mobilisations et glisser, faire rouler un petit peu vers le bas et vers le haut. Et ce que j'aime bien, c'est aller assez haut. Vous allez voir, parfois, ça peut craquer un petit peu. C'est simplement les articulations qui bougent, qui se décoaptent et qui libèrent des bulles de gaz. Et on aime bien cette sensation-là. Si ce n'est pas fait avec une grosse vitesse et un gros bras de levier, vous inquiétez pas, ça n'est pas dangereux, c'est bénin. Tout à fait normal, ça veut juste dire que vous remettez de la mobilité dans la zone. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on va aller chercher différents niveaux. Ok, ça, vas-y, continue. On peut rouler un petit peu vers le bas. C'est Aymeric, si tu veux compléter, tu t'hésites pas. Non, je regarde ce que tu fais, c'est intéressant. Pourquoi toi, tu aimes bien cet exercice? Donc tu as dit parce qu'il était dur à étirer, premièrement? Oui, premièrement parce que c'est difficile de mobiliser la zone seule. Donc vous continuez pendant qu'on vous explique, vous faites. Tu considères déjà plutôt de se poser ou de faire des allers-retours? Alors plutôt de se poser et de faire des allers-retours à un même niveau. Faites les deux, quoi. Et ensuite changer de niveau et refaire des allers-retours en essayant de bien expirer. L'expiration va rajouter un petit niveau de force supplémentaire. Ça permet d'aller un petit peu plus loin. On ne remonte pas plus haut que les cervicales. Après, ça va faire mal, très désagréable au-delà de la 7e cervicale vers le haut. Globalement, la bosse de bison, le gros truc ici. Là. Ouais. Donc restez juste en dessous de cette petite bosse que vous sentez là et allez jusque à peu près au niveau lombaire là. Des allers-retours là en essayant de bien souffler. Et pourquoi du coup pour toi cet exercice il a besoin d'être fait un peu plus régulièrement? Parce que je trouve que quand ça bouge pas assez régulièrement là et quand en plus on se renforce pas en plus dans la zone, donc on parlait tout à l'heure du trapèze rhomboïde, etc. Ouais, donc les muscles plutôt à l'arrière du dos. Voilà, quand on bouge pas dans ces zones là, j'ai l'impression que ça peut faire le lit de petites douleurs dorsales régulières. Et je trouve que entretenir cette mobilité et renforcer, ça a vraiment un aspect de prévention sur ces zones-là. Ou après, par exemple, là, on est beaucoup en télétravail, etc. Après une journée où vous êtes passé comme ça, je vous assure, allez travailler un petit peu en extension, ça va vous faire le plus grand bien possible. Donc moi, typiquement, après des journées de télétravail, devant l'ordi, quand je fais des trucs là, je m'en fais systématiquement, voire même après une journée au cabinet. Grosse journée, 8h, 20h, comme on connaît tous. Là, c'est faire un petit peu craquer les dorsales, comme on dit.
ça fait du bien. Ok, donc pour toi, parce qu'on a un peu tous un mode de vie un peu, je exagère, mais un peu enroulé vers l'avant. Oui. Et l'idée, c'est juste de venir partir dans le sens. Exactement, en fait l'idée c'est de venir compenser un petit peu le fait que vous passez votre journée en permanence devant. L'idée c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir compenser ça. Donc c'est en faisant des exercices en arrière avec un petit contre-appui qui peut être homemade avec une serviette ou avec un rouleau type Pilates ou ce genre de petits contrefort. Et ce côté de compenser une activité, une sorte de débit crédit dans une position et dans l'autre, tu le retrouves dans d'autres zones du corps ou c'est surtout le haut du dos où tu trouves qu'il y en a besoin? Ouais, typiquement niveau lombaire, on en parle souvent. Vous êtes en débit quand vous êtes assis et vous mettez du crédit en vous levant et en bougeant. Donc je trouve que c'est exactement la même analogie en fait. Donc il y a ça, mais on peut être de partout, hein. Ça peut être au niveau cervical. Vous êtes en débit devant votre ordinateur, devant votre… super bien. T'as vu, je m'entraîne. Hein. Ouais, vous êtes en débit devant votre téléphone et devant votre ordi. Ouais. Redressez-vous, envoyez la tête un peu en arrière et vers le plafond et vous allez voir, ça va compenser le fait que vous passez toute la journée comme ça. C'est vraiment du bon sens. Quand on passe trop longtemps dans une même posture, dans une même position, il y a un moment, il faut qu'on remette du mouvement. Et est-ce que tu penses qu'une personne qui, même si c'est assez rare, arriverait à bosser 4, 5, 6 heures de manière assez droite et érigée, est-ce qu'elle aurait autant besoin de bouger vers l'arrière? Alors, je pense que tout ce qui est immobile est plutôt délétère. Le corps a vraiment besoin de bouger. Peu importe, même si vous avez une posture qui est idéale, genre toute droite, bien équilibrée, etc., vous avez besoin de remettre du mouvement. Donc, se lever, marcher, s'étirer en arrière, sur les côtés, se tendre, n'importe quoi. Il n'y a pas de mauvais mouvement. Il faut bouger régulièrement. C'est vraiment l'immobilité qui va être délétère, même si vous êtes bien installé. Ouais. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup Flavio. Merci Émeric pour l'invitation. C'était vraiment cool. Merci pour cette petite claque de connaissances sur notre métier. C'est intéressant d'avoir un petit peu ton point de vue. J'espère que vous qui allez chez le kiné, qui avez eu des expériences bonnes ou mauvaises, ça va vous faire réfléchir aussi sur la manière de vous prendre en charge, de bouger, la place de l'actif et du passif. Donc merci à tous pour votre écoute. Merci. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire en nous disant si vous avez des questions sur ce dont on a discuté. Et si vous voulez ne louper aucune de mes prochaines vidéos, que ce soit avec Flavio ou un autre collègue qui sera sur cette séance de mobilité, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à tous. Salut.